Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Windy City Stories, série de vidéos qui retrace l'histoire du basket à Chicago sous toutes ses formes. On a tous entendu parler des innombrables histoires de trash talking qui ont jalonné la carrière de Michael Jordan, et aujourd'hui nous allons revenir sur l'histoire qui est probablement la plus folle de toutes, l'anecdote avec la Bradford Smith. Nous sommes le 23 mars 1993, les Chicago Bulls reçoivent les Washington Bullets pour un match de saison régulière somme toute assez banal. Les Bullets sont à la traîne avec un bilan de 17 victoires, 42 défaites et une dernière place quasiment assurée dans la division Atlantique, tandis que les Bulls affichent un bilan de 43 victoires, 20 défaites et se rôdent doucement mais sûrement pour les playoffs et la conquête d'un troisième titre consécutif, ce qui n'a plus été réalisé en NBA depuis les 8 titres à la suite des Celtics entre 1959 et 1966. Un objectif motivant pour marquer l'histoire donc, mais en attendant le début des playoffs, la longue saison régulière installe une certaine lassitude chez les Bulls et un certain Michael Jordan, qui avait déjà laissé entendre lors des Jeux Olympiques à Barcelone l'année précédente qu'il envisageait de prendre sa retraite prochainement, car il était épuisé mentalement et avait le sentiment de ne plus rien avoir à prouver. Un match qui ressemble a priori à une formalité pour Chicago, mais il va se passer quelque chose ce soir-là qui va faire que cette rencontre restera dans l'histoire. Titulaire au poste 2 et donc opposé à Michael Jordan, le jeune LaBradford Smith, 24 ans et dans sa deuxième saison NBA, met son équipe de Washington sur les bons rails, non seulement avec un festival de jumpers, mais aussi avec une excellente défense sur MJ, qui voit un bon nombre de ses shoots bien contestés par le numéro 22 des Bullets, qui va conclure le premier quart-temps par un long jumper au buzzer qui permet à Washington de mener 33 à 26. Le deuxième quart est tout aussi maîtrisé de la part de Smith, avec encore de nombreux jumpers qui font mouche et des lancers provoqués. Jordan commence même à s'énerver et râler auprès des arbitres après un end-one où il a bien mordu sur la fin de tir de Smith, décidément dans un état de grâce. À la pause, il totalise déjà 21 points, ce qui n'est qu'une unité de moins que son record en carrière établi 3 semaines plus tôt face à Orlando. Et Smith ne s'arrête pas là, le festival de jumpers continue en deuxième mi-temps avec une efficacité à peine croyable. Et même si Chicago finira par s'imposer dans la difficulté, 104-99, avec un Jordan auteur d'un petit 25 points à 9 sur 27 au shoot, Smith lui marquera les esprits en terminant la rencontre avec 37 points, un somptueux 15 sur 20 au tir, dont plusieurs sur la tête de Jordan, et un parfait 7 sur 7 au lancer franc. Même en université, il n'avait jamais inscrit plus de 32 points. Une performance d'autant plus remarquable que Smith n'est pas l'une des options principales des systèmes offensifs du coach Wes Unseld. Smith passe largement derrière Harvey Grant, le frère jumeau d'Horace Grant qui jouait en face ce soir-là, mais aussi derrière Tom Gugliotta, Pervis Ellison, son ancien coéquipier à Louisville, Michael Adams ou encore Rex Chapman. Tous ces joueurs tourneront à plus de 12 points et 10 tirs en moyenne par match cette année-là. Smith affichera des moyennes de 9,3 points en 8,3 tirs. Smith a donc eu la main chaude ce soir-là, et c'est d'ailleurs la dernière fois de sa carrière NBA qu'il atteint les 20 points sur un match. Mais ça permet au microcosme NBA de découvrir cette arrière athlétique, drafté avec le 19e choix en 1991, polyvalent au point d'avoir été drafté en Ligue majeure de baseball 2 ans plus tôt, mais il n'avait pas donné suite. Il faut dire que s'il touche un peu à tous les sports, c'est bien sûr un terrain de basket qu'il se met le plus en évidence. Il sera élu meilleur lycéen du pays en 1987 alors qu'il jouait pivot malgré son 1,80 m, ce qui n'empêche pas son équipe de gagner plusieurs titres d'État. Puis il intègre l'université de Louisville, où il mènera les Cardinals à 3 titres de conférence et 3 participations consécutives à la March Madness, même s'ils n'iront jamais plus loin que les huitièmes de finale. À Louisville, il sera une sorte d'homme à tout faire, capable de jouer meneur de jeu et établir plusieurs records à la passe, mais aussi de prendre le scoring à son compte et imposer une grosse défense, notamment par ses qualités de lecture du jeu, d'anticipation et de grosses facultés athlétiques, qui lui ont permis de signer quelques dunks spectaculaires. C'est d'ailleurs à Chicago, lors d'un match face à l'université locale de DePaul en 1989, que Smith va claquer l'un de ses plus gros dunks en université, en allant tellement haut et en finissant avec une telle violence que le commentateur local va hurler Smith a monté l'Everest. Après une saison rookie à Washington où il a surtout passé du temps sur le banc, Smith devient un membre plus régulier de la rotation d'Unseld lors de la saison 92-93, gagnant même une place de titulaire en fin de saison régulière, grâce à ses fameuses qualités athlétiques et son shoot soyeux. Mais cette soirée de rêve au Chicago Stadium va tourner au cauchemar pour Smith. Alors qu'il traverse le terrain pour rejoindre les vestiaires après le buzzer final, Smith croise la route de Michael Jordan et lui glisse Bien joué, Mike. On sait qu'il ne faut pas grand-chose pour faire dégoupiller Jordan, mais ces 3 petits mots vont le mettre dans un état second.
Les Bulls et les Bullets s'affrontent de nouveau 24 heures plus tard, mais cette fois à Washington. Et dans l'avion, Jordan a le regard fermé et n'adresse la parole à personne. Ce qui surprend tout le monde car il a l'habitude de jouer aux cartes, de chambrer à droite à gauche. Mais cette fois, pas un mot. Pour personne. Un silence pesant, jusqu'au lendemain matin. Au shoot-around matinal, Jordan annonce à ses coéquipiers que les 37 points que Smith a inscrits lors du match de la veille, MJ va les inscrire lors de la première mi-temps et humilier le gamin, ordonnant à ses coéquipiers de lui filer la balle et de le laisser faire. Face à la presse quelques heures plus tard, Jordan déclare même que Smith l'a chambré avec ce bien joué Mike et qu'il va donc devoir payer. Pendant l'échauffement d'avant-match, le meneur BJ Armstrong et l'arrière Rodney McCray vont voir la Bradford Smith et lui glissent: On espère que tu as bien dormi cette nuit, parce que ce soir ça va être compliqué. Et effectivement, Jordan ne perd pas de temps. Il inscrit les 8 premiers points des Bulls, 13 des 15 premiers, le tout à 100% au tir, entre fadeaway ligne de fond et mid-range tête de raquette, souvent sur la tête d'un Smith dépassé et qui ne bénéficie d'aucune aide de ses coéquipiers. His Hairness est clairement en mission et torture le pauvre Smith en lui faisant vivre un calvaire sur chaque possession, entre ses feintes de shoot et ses post-ups où il va chercher la faute et des lancers. La pause approche et le pari de Jordan d'inscrire autant de points sur la première mi-temps que Smith sur tout le match la veille est sur le point d'être gagnant. Il ne reste que quelques secondes quand il obtient deux nouveaux lancers avec 35 points au compteur. Il inscrit le premier, mais le deuxième ressort et MJ devra se contenter, c'est relatif, de 36 points à la pause. Mais le message est passé. La Bradford Smith en a pris pour son grade et les Bulls mènent largement. Du coup, Jordan jouera assez peu en deuxième mi-temps, terminera malgré tout avec 47 points à 16 sur 27 au tir et 13 sur 15 au lancer franc en 31 minutes, tandis que Smith a fini avec 12 points à 5 sur 12, mais a surtout vécu un cauchemar sur le plan défensif car Jordan cherchait à se positionner sur lui en 1 contre 1 quasiment en permanence. Tout ça pour un bien joué Mike qui n'existe pas. De nombreuses années plus tard, Michael Jordan avouera en revenant sur cet épisode de sa carrière que Smith ne lui a jamais dit ça et qu'il avait inventé cette histoire pour se motiver au match suivant et que, tout de même, il fallait faire comprendre au gamin qu'on ne lui score pas 37 points impunément sur la tête. Et c'est bien ça qui rend cette anecdote aussi incroyable et démontre à quel point Jordan avait un caractère et un état d'esprit totalement à part, hors du commun. Quel genre de maniaque en arrive à monter une histoire de toute pièce pour se motiver à un match? Si cette anecdote est aussi dingue, c'est parce qu'elle démontre jusqu'où MJ était capable d'aller mentalement pour affronter et surmonter un challenge. Et le pire dans tout ça, c'est que Labradford Smith a tout essayé pour ne pas mettre Jordan en colère. Il a foncé au vestiaire en évitant soigneusement de croiser Jordan et a évité de parler à la presse après son match à 37 points au Chicago Stadium pour être sûr qu'aucune de ses déclarations ne puisse se retourner contre lui, connaissant pertinemment le caractère de Jordan et ses déjà nombreuses histoires de trash talking. Mais ça n'a pas suffi, car Jordan, comme souvent, en avait décidé autrement. Labradford Smith et Michael Jordan ne se retrouveront jamais sur un même parquet par la suite. Ces deux affrontements entre Bulls et Bullets en 2 soirs étaient les deux dernières confrontations entre les deux équipes cette saison-là. Puis Michael Jordan a pris sa première retraite quelques mois plus tard. Quand il annonce son retour à NBA le 19 mars 1995, soit pile 2 ans après cette confrontation historique, Smith n'est déjà plus là. Coupé par les Bullets en décembre 93, il signera aux Sacramento Kings 2 jours plus tard pour y finir la saison, mais n'obtiendra aucune autre proposition à la fin de son contrat. À 24 ans, c'en est déjà fini de Smith en NBA. Il passera les 2 saisons suivantes en CBA, ligue mineure de l'époque qui a disparu en 2009, puis quelques années en Europe, entre l'Espagne et la Pologne, avant de revenir faire une dernière saison en CBA en 1999-2000 et prendre sa retraite à l'âge de 31 ans seulement. Jordan et Smith se sont croisés à plusieurs reprises au fil des années et restent de bons amis, mais à chaque fois que Smith lui rappelle qu'il lui a collé 37 points sur la tête, Jordan s'empresse de répondre, grand sourire: Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Ainsi se termine ce nouvel épisode des Windy City Stories, j'espère qu'il vous a plu, et si vous souhaitez en découvrir d'autres, ils sont tous disponibles sur la chaîne YouTube French Bulls TV. A très bientôt pour le prochain épisode.